agression, cette tentative de meurtre, relance le débat sur la circulation des armes aux États-Unis. Oui, bien sûr, et on peut s'attendre éventuellement à une réaction des démocrates. On sait que Joe Biden, lorsqu'il était vice-président de Barack Obama, et Obama avait tenté de réguler le port d'armes en raison des tueries de masse, notamment présentes sous le mandat de Barack Obama, et ben peut-être que Joe Biden peut tendre un piège à Donald Trump en disant: vous avez été victime du coup de l'extension du port d'armes, est-ce qu'il ne faudrait non pas l'interdire, parce que même les démocrates ne sont pas pour l'interdiction, mais éventuellement pour une régulation. Ça pourrait être une réponse qu'il pourrait apporter, alors que Joe Biden est actuellement en difficulté. Parce que tout le récit et tout le narratif instillé par Joe Biden depuis qu'il est élu président des États-Unis repose sur deux choses. Je protège la démocratie face à Donald Trump en raison de l'attaque sur le Capitole, et je protège les droits fondamentaux. Or, aujourd'hui, c'est Donald Trump qui apparaît comme le martyr et comme la victime d'une tentative de putsch contre une démocratie, dans la mesure où il est candidat des Républicains, ancien président, et qu'il a été victime d'une tentative d'assassinat. Donc, quel pourrait être le narratif instillé par Joe Biden? Il y a éventuellement celui-là, ou sinon de celui de faire appel à l'unité et de dire que Donald Trump pourrait changer de campagne et avantage se recentrer, dans la mesure où il a mené une campagne clivante qui a pu conduire à une situation d'anxiété et de clivage profond entre la société américaine. C'est vrai que Aude, les chiffres des armes. Or, il y a une première chose, c'est qu'il y a un goût pour les États-Unis à avoir des réalités alternatives. C'est eux qui ont développé Internet, donc c'est eux qui ont eu accès à ce type d'informations. Il faut également rappeler que c'est un État qui est fédéral. Vous n'avez pas un système d'information fédéral, et même les plus grandes chaînes comme CNN, etc., ne couvrent pas une part d'audience qui est très importante. Vous avez une autre part, c'est qu'il y a le service public local d'information, et donc vous avez différentes sources d'information. Vous n'avez pas un service d'information unifié comme nous, ce qu'on peut avoir en France ou dans des pays européens. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que il y a eu un tort, je pense, c'était la commission d'enquête qui a été faite sur Kennedy, qui a été un peu bâclée et qui a pu alimenter cette théorie du complot, dans la mesure où, de la façon à laquelle ça a été mené, ça a pu lever le doute pour une grande partie des Américains sur qui est le véritable coupable, et surtout que normalement les informations devaient être déclassifiées, et je crois qu'elles n'ont pas été totalement déclassifiées à l'heure actuelle, alors qu'elles auraient dû l'être. Ensuite, après, pour revenir sur la question des armes, je pense qu'il y a deux points essentiels sur le port des armes. Un, c'est la question culturelle. Il ne faut pas oublier que dans l'hymne américain, on parle souvent de la question de la liberté. Or, la liberté est le principe fondamental d'une société protestante, dans toutes les sociétés anglo-saxonnes. Et l'autre point important, d'un point de vue politique, c'est que la NRA a beaucoup d'argent et peut soutenir les candidats d'un point de vue local, et tout candidat qui s'exprimerait contre le port d'armes se ferait battre lors des primaires démocrates et républicaines, dans la mesure où le NRA donnerait beaucoup d'argent à son Oui, opposant. donc c'est stratégique Donc aussi. c'est clairement stratégique, et c'est le fait qu'il y ait beaucoup de primaires au niveau local qui fait que la NRA a un poids prédominant. Aude, une petite question concernant cet attentat. Cela induit également des failles assez étonnantes autour de la sécurité de Donald Trump, qui est quand même un retrait. C'est stratégique selon vous, William? Oui, et puis il faut pas oublier que Donald Trump s'est beaucoup inspiré de Ronald Reagan. Son slogan Make America Great Again a été utilisé par Ronald Reagan en 1980 lors de sa première campagne victorieuse. Et le parallèle des deux, je pense, est saisissant, parce que lorsque Ronald Reagan a été victime d'une tentative d'assassinat en 1981, après qu'il ait quitté le poste de président, il a dit à son entourage, donc à sa famille: c'est Dieu qui m'a sauvé pour que je permette aux États-Unis d'Amérique de battre l'Union soviétique. Et dans le même sens, je pense qu'il a l'idée, Donald Trump, avec sa famille, de remettre le combat en disant qu'il est là non seulement pour lui-même, mais également pour sauver les États-Unis. Et c'est ce qu'il dit à chaque fois, en disant qu'il est le porte-parole du cri de l'Amérique profonde qui a été oublié par la mondialisation, etc. Ensuite, après, sur la tactique de campagne, là où on a une incertitude, c'est qu'il a dit avant le débat qu'il avait déjà choisi qui serait VP, donc vice-président, sur son ticket. Mais ce qui ne va pas, du coup, changer de tactique, dans la mesure où il met des messages d'unité. J.D. Vance, qui est annoncé comme probable vice-président, et en fait est un mini-Trump qui lui apporterait pas grand-chose, mais ce qui ne va pas en profiter pour élargir son socle, éventuellement parler aux... Parce qu'en fait, il a des failles électorales sur trois segments précis. Les indépendants, ce qu'on appelle les suburbs, donc les habitants de banlieue, et ensuite après les femmes. Et potentiellement, est-ce qu'il va élargir son socle en prenant quelqu'un comme Tim Scott, qui est l'ancien gouverneur de Caroline du Nord, ou éventuellement Nikki Haley, qui l'affrontait à la primaire, pour changer de stratégie, dans la mesure où je pense que son message est plus entendu par les indécis et les indépendants. Frédéric Castel, c'est vrai que Joe Biden est ressorti ces derniers temps assez affaibli. Politique d'incitation à la haine, William. Moscou fait passer évidemment un message à travers ce message censé être un message de soutien. Oui, ils insistent sur trois choses. La première, c'est qu'on l'a vu depuis les élections de mi-mandat de 2022, qu'il y avait une crispation au sein des classes moyennes américaines et classes populaires qui alertent les décideurs publics américains, que ce soit démocrates ou républicains, en disant: vous mettez trop d'argent sur l'Ukraine et pas assez sur nous, alors que notre pouvoir d'achat est en difficulté, notamment en raison de la montée du prix du carburant et des conséquences de la guerre en Ukraine. Le deuxième point, c'est de dire directement: si vous n'êtes même pas en capacité d'assurer la sécurité d'un des plus grands dignitaires, donc un ancien président, et
favori à l'élection présidentielle, je ne vois pas comment vous pouvez assurer la sécurité de l'Ukraine et donc éventuellement de l'Europe et surtout respecter votre rôle de gendarme du monde. Et le troisième point, je pense que c'est l'ensemble des pays autoritaires qui vont être un peu sur cette ligne, dans une contestation qu'on appelle du Sud global contre les États-Unis, en disant je ne vois pas pourquoi vous voulez assurer complètement la sécurité et intervenir dans nos affaires. Vous n'êtes même pas capable de sécuriser vos propres affaires d'un point de vue interne, que vous êtes divisé. Donc avant de donner des leçons aux autres, réglez vos propres affaires. C'est un peu le discours qu'on voit ambiant depuis le 11 septembre 2001. Rapidement, parce que malheureusement on manque de temps, mais Frédéric Castel, c'est pour vous normal que Moscou réagisse à contre-courant comme cela? Ah non, évidemment, ils se servent